Bonjour, c'est Kaina. Vous écoutez Radio pour tous en direct de la Maison pour tous Ivoira. Azul, c'est Zaina. Vous écoutez Radio pour tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuni Fatoumata Fisrou, nga wele la Courneuve. Salam alaikum. Amandam, Rahima. Vous écoutez Radio pour tous. Bonjour, c'est Samira. Vous écoutez Radio pour tous en direct de la Maison pour tous Evora. Azuf Lawen, je m'appelle Nassira, en direct à la Maison pour tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici donc ici dans ce haut lieu, si on peut dire, des femmes de la cité. Donc la Maison pour tous, Césaria Evora, qui a été inaugurée en juin 2015, et je viens d'apprendre que l'architecte qui l'a conçue est Monique Labbé, est une femme. En fait, le journal L'Humanité s'est délocalisé. S'est délocalisé pour aller à la rencontre des femmes des quartiers. C'est comme ça que nous voulons, à l'occasion du 8 mars, aborder des grandes questions autour des femmes et du féminisme. Donc nous sommes, comme l'a dit Nicolas Bertrand, en coproduction, le journal L'Humanité dans sa version numérique web, et la radio pour tous, qui est la radio donc de la Maison pour tous de la Courneuve. Alors j'ai avec moi Samira Amri, Nadjia Madadi, Hanan Mahboub. Bonjour. Alors Sarah, alors Aïssi. Bonjour. Alors, vous êtes toutes des femmes engagées, impliquées dans la Maison pour tous. Vous allez nous en parler. Et puis, Aurore Coquelin, je vous remercie beaucoup d'être venue, d'être présente, doctorante en sociologie. Aurore Coquelin qui vient de sortir, c'était en août 2019, l'ouvrage La Révolution féministe aux éditions Amsterdam, un travail considérable sur l'histoire des luttes des femmes. Et ce travail est très intéressant pour nous parce qu'en fait, il repense le récit, la façon dont on a l'habitude de raconter les luttes des femmes, qui est beaucoup plus d'un point de vue de l'Occident. Et là, c'est un peu un regard qui intègre les luttes des femmes des pays du Sud, notamment, et qui intègre aussi les différentes dimensions des luttes des femmes, la dimension sociale, la dimension post-coloniale, etc. Mais nous allons en parler. Et l'idée, c'était justement de vous faire rencontrer, donc de faire rencontrer la chercheuse, qui raconte avec les femmes engagées, des femmes de terrain qui s'impliquent. Et donc, c'est comme ça que nous voulons, nous, au journal L'Humanité, contribuer à la réflexion sur le féminisme. Et le thème que nous avons choisi cette année, c'est « Y a-t-il une quatrième vague de féminisme ?» Mais je vais tout de suite m'adresser à Aurore Coquelin, bien sûr, suite au travail considérable qu'elle a fait sur la révolution féministe et l'histoire des luttes des femmes. Et d'emblée, je vais y aller pour lui demander, peut-on parler aujourd'hui d'une quatrième vague du féminisme? Et si oui, pourquoi? Aurore Coquelin. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici et ravie de cette initiative parce que, évidemment, je suis convaincue qu'on ne peut pas réfléchir sur les choses indépendamment d'un engagement. Moi, j'ai écrit ce livre à partir aussi d'un engagement féministe. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif féministe révolutionnaire. Tout ça, bien sûr, le savoir et l'engagement, ça va ensemble. Donc, sur la question de savoir si on serait aujourd'hui dans une nouvelle vague du féminisme, que moi je nomme la quatrième vague, mais finalement peu importe le numéro. Déjà, ce qui est intéressant à souligner, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de vague. Il y a toujours du féminisme à chaque instant. Il y a des femmes qui luttent, il y a des engagements féministes qui se développent, mais on constate dans l'histoire qu'il y a comme des
poussée féministe plus ou moins forte, d'où cette métaphore de la vague finalement, et qui dure sur plusieurs années et qui sont toujours à une échelle internationale. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que ces deux éléments, une poussée féministe forte qui dure sur plusieurs années à une échelle internationale, on le retrouve depuis les années 2010, milieu des années 2010. Et ce qui est intéressant avec cette nouvelle vague du féminisme, c'est qu'en plus, elle est partie de l'Amérique latine. Elle est partie notamment de l'Argentine, mais pas uniquement. Hein. La plupart des pays d'Amérique latine sont très mobilisés sur les questions féministes en ce moment, et notamment autour de la question des féminicides et de la fin des féminicides, réclamer la fin de la mort de ces femmes. Et par extension, ça s'est développé aussi autour de la revendication du droit à l'avortement qui est encore non légalisé dans la plupart des pays d'Amérique latine. Et ça a été comme un premier temps finalement de cette nouvelle vague. Et il y a eu un deuxième temps qui a été le temps MeToo, la déferlante en fait qui s'est développée à l'échelle internationale, alors qui est partie un peu des États-Unis, mais vraiment dans un deuxième temps finalement après l'Amérique latine, et qui a provoqué la libération de la parole qu'on constate encore aujourd'hui en France, hein, dont on a les échos. Et je dirais qu'il y a un peu un troisième temps de cette nouvelle vague. Et c'est suite à l'appel du collectif féministe argentin Ni Una Menos en 2017, le fait d'appeler à une grève féministe internationale à chaque 8 mars. Et en fait, cet appel à la grève féministe internationale, ça a permis d'étendre la vague du féminisme dans de nouveaux pays, puisque chaque nouveau pays, finalement, s'emparait de cette date, de cet objectif de la grève pour construire, finalement, le mouvement féministe chez lui. Voilà, donc je pense qu'effectivement, on peut parler d'une nouvelle vague du féminisme, tout y est en quelque sorte, et d'autant plus que dire une vague, c'est toujours l'affaire. C'est l'historienne Bibia Pavard qui a cette phrase. En fait, je trouve ça très vrai. Dire qu'on est dans une nouvelle vague, c'est contribuer aussi à ce qu'elle se développe. Oui, alors... Aurore Coquelin, vous travaillez à la lumière de faits, en fait, hein, d'expériences de lutte des femmes sur le terrain, dans les quartiers, dans les pays du Sud, notamment. Est-ce qu'on peut dire que parmi les dimensions qui permettent de parler d'une quatrième vague, il y a cette dimension sociale aussi ? Oui, tout à fait, et vous faites bien de le souligner, parce que cette quatrième vague, elle se déploie dans un contexte qui est un contexte particulier, qui est un contexte de néolibéralisme triomphant, de crise économique et sociale depuis 2008, ce qui fait qu'effectivement les questions sociales, les questions économiques, elles ne peuvent pas être oblitérées, elles sont au cœur de toute mobilisation. Et en plus, dans le cas spécifique de la France, on constate que depuis 2016, avec la mobilisation contre la loi travail, pratiquement chaque année, finalement, il y a une nouvelle lutte sociale qui prend différentes formes, qui part de différents pôles, mais en tout cas, on est chaque année au cœur de cette lutte sociale. Et qu'est-ce qu'on constate dans ces luttes sociales ? Eh bien, c'est que les femmes sont vraiment à l'avant-garde, présentes et particulièrement médiatisées, parce qu'en réalité, les femmes ont toujours été de toutes les luttes sociales. Souvent, c'est même elles qui, historiquement, ont fait naître les révolutions. Donc, il y a toujours eu des femmes dans les mouvements sociaux, mais on ne les a pas toujours autant visibilisées. Et là, dans le cadre de cette nouvelle vague féministe, justement, on les remarque davantage, elles prennent plus la parole, elles s'imposent dans le débat public. Ça a été notamment le cas avec les femmes gilets jaunes, pour donner un exemple. On a beaucoup parlé des femmes gilets jaunes qui se définissaient pas forcément comme féministes, mais qui avaient conscience qu'elles étaient spécifiquement opprimées en tant que femmes. Donc effectivement, les liens, ils sont là. En quelque sorte, on pourrait dire que la nouvelle vague féministe, elle a comme deux jambes, elle se développe dans deux espaces différents. Dans un espace directement féministe qui reprend l'étiquette contre les violences, etc. Mais aussi dans le mouvement social au sens large, où les femmes sont très présentes et mettent en avant des questions soit indirectement, soit directement féministes. Et donc un peu les perspectives, je pense, pour tout le monde, c'est d'unifier ces deux espaces. Voilà. Et tout à fait. Alors, et également, unifier ici cet espace, ces espaces dont vous parliez, et puis
cet espace ici, Maison pour tous, Radio pour tous, avec vous, Samira, Nadjia, Hanan, Sarah et d'autres, j'en oublie. Je vais m'adresser tout de suite à celle qui tient le micro, d'ailleurs, bien, à Nadjia Madadi, parce qu'en fait, Nadjia, vous êtes une de celles qui a été à l'origine de la création de la radio, si je me souviens bien. Oui. Vous êtes diplômée en littérature arabe. Ça fait plusieurs années que vous êtes arrivée d'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous dire donc le sens de votre engagement? Pourquoi vous avez voulu vous impliquer dans cette Maison pour tous? Pourquoi ce projet de radio? Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment le lien entre cet engagement, cette implication et quand on parle du féminisme, ça vous dit quoi? Nadjia. Bonjour. Pour la radio, on a commencé, c'était simplement une réunion avec le maire. On était en train de parler de la Maison pour tous. Qu'est-ce qu'on veut, tout ça. On a dit qu'il y a des gens qui savent pas lire, il y a des gens qui comprennent pas le français, qui comprennent pas d'autres langues que leur langue. On a parlé, on a dit, tiens, pourquoi on fait pas, on médiatise un petit peu tout ce qui se passe ici à la Courneuve. Juste des paroles seulement, après, on fait un radio. Eh ben, c'est fait, on a fait l'année dernière. On a fait pas mal d'interviews et tout ça avec des habitants de la Courneuve. Même on est sortis, on a fait la petite enfance aussi, on a fait pas mal d'interviews aussi. Et le rêve, il est là. Et ça fait vraiment plaisir. On aimerait bien que tout le monde sache que 93, quand on dit la Courneuve, c'est pas que des délinquants. Il y a des gens respectueux, il y a des gens diplômés, il y a des gens vraiment... il y a vraiment pas mal de relations sociales ici. Tout le monde est d'accord avec l'autre. On n'est pas là pour se battre. On est là pour prouver qu'on est là pour l'avenir de la France, pour l'avenir de nos enfants. Ce qu'on veut dire seulement. En fait, vous créez du lien, justement, oui. Du lien, de la solidarité. Oui. Et la radio, la Maison pour tous, c'est un outil pour vous, en tant que femme citoyenne, de créer ce lien pour faire face, effectivement, comme vous le dites, à ce climat de haine qui est en train de monter. Oui. Si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai. Oui. Vous m'avez parlé de féminicité et tout ça. Je voulais juste vous dire quelque chose que moi, je parlais pas beaucoup, je ne sais pas beaucoup c'est quoi féminicide avant. Mais on a fait un théâtre, une pièce de théâtre aux places de marché du 8 mai 45, là où il y a vraiment, c'est trop chaud là-bas. Le 22 novembre, on a parlé de féminicide. Chaque femme a présenté une personne qui était victime de féminicide. Et c'était vraiment malheureux. Quand on est arrivé en 2020, on était en novembre, c'était 138 femmes victimes de féminicide. En 22 novembre seulement, depuis que 2019. Alors là, je ne sais pas, on est arrivé jusqu'à quel... c'est horrible. Merci Nadjia. Je vais me retourner vers Hanan Mahboub. Je vais vous poser les mêmes questions en fait, parce que vous êtes vous également engagée et impliquée dans la radio, si j'ai bien compris. Oui. Et donc vous allez nous dire pourquoi. Pourquoi j'ai fait l'expérience de radio pour tous? Parce que moi aussi, je ne parle pas en français beaucoup. Et je suis à la Maison pour tous, on fait des cours de français. Et pour cette expérience de radio, pour parler, pour discuter avec les autres de la Courneuve qui habitent à la Courneuve, je suis moi ici à la Courneuve 5 mois, c'est pas beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'expérience de Radio pour tous à la Maison pour tous. C'est une expérience très 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 importante pour moi.
Parce que moi, la français, c'est pas bien, c'est pas couramment. Et la Maison pour tous, elle donne beaucoup de choses pour faire des cours de français ici et pour l'expérience, pour prendre le français couramment et pour parler avec les autres couramment. C'est pour ça que je suis là, à Radio pour tous. Et pour les femmes, la femme, elle fait beaucoup de choses pour le monde, par exemple pour les enfants, pour le marié et tout. Mais la femme, c'est le monde. Parce qu'en arabe, on dit لكل رجل امرأة عديمة. Yani, en français, c'est la derrière de chaque homme, c'est une femme. Oui. C'est pour ça, c'est la femme, c'est le monde. Oui. C'est bien dit, hein. Je pense que Aurore Coquelin va sans doute réagir avec beaucoup d'intérêt à ce que vous venez de dire. Alors, Samira Amri, oui, bonjour. Pareil, vous allez nous dire depuis combien de temps vous êtes à la Courneuve, oui. Depuis combien de temps et pourquoi vous êtes engagée à la Maison pour tous, qu'est-ce que vous y faites et qu'est-ce que vous pensez aussi du débat dont on est en train de parler, le féminisme, etc. Voilà, ça fait 35 ans que je vis à la Courneuve, mais 25 ans dans le quartier ici. Et voilà, j'ai 5 enfants. J'en ai 3 de mes enfants qui viennent ici aussi à la Maison pour tous. Et moi, c'est en début d'année que je l'ai vu construire, c'est vrai, la Maison pour tous et tout, mais je me suis pas trop investie pour la Maison pour tous. Bon, en fait, entre guillemets, j'ai pas trop osé venir. Et de bouche à oreille avec des mamans et des femmes qui m'ont dit... il y a beaucoup de choses intéressantes dans la Maison pour tous. Alors, j'ai franchi le pas, je suis venue. Je me suis même installée. Hein. Il y en a qui vont le confirmer. Je suis venue. Et voilà, puis il y a plein de choses pour nous. En fait, quand on est à la maison, quand on est en dehors, on est beaucoup avec le masque de mer. Et une fois qu'on est ici à la Maison pour tous, on se découvre, on s'ouvre à nous-mêmes. Et puis, c'est vrai, on est femmes. En fait, le dialogue avec les autres mamans, on parle pas d'enfants. Il faut dire la vérité. On parle pas de ce qui se passe à la maison. On parle entre nous. Il y a des conversations. Et là, on se découvre et puis on dit, on est quand même femmes. Ça, oui, voilà, parce qu'en fait, il y a des conversations qui sont de l'extérieur. Voilà, femmes et citoyennes. Et on parle ouvertement, on peut dire plein de choses, parce que de l'extérieur, on peut pas se permettre quand même de parler ouvertement comme on veut. Et puis ici, on a les portes ouvertes de tout. Si quelqu'un va pas, on va aller voir qu'est-ce qui se passe chez elle, on va essayer de discuter, d'ouvrir les portes, on va chez quelqu'un d'autre. Et en fait, vice-versa, la conversation s'y met et on devient femme, on devient quelqu'un et puis ça fait plaisir parce que ça nous aide beaucoup et on prend, on va dire, de l'oxygène parce qu'on est bien, on se sent bien. Dès qu'on voit par la fenêtre, il y a les femmes qui sont parties, on y va, on jette le masque de mer et... franchement, ça nous fait très, très plaisir. Et puis, je me dis, depuis 2015, j'ai raté, je crois, des années derrière que j'en ai mis. Alors là, j'y vais aller vite. Vous les rattrapez le temps. Voilà, et puis, voilà, quoi. Mais franchement, on est super contents que ça existe. Et puis, dernièrement, la semaine dernière, il y a eu des réunions aussi avec... c'était ce psychologue, non ? Bon, il y a eu des discussions et tout, que des mamans se sont ouvertes. Et ils sont contents qui sont mamans, qui s'occupent de chez eux. Mais c'est pas ça. Non, faut pas qu'on se laisse comme ça. Moi, j'ai des enfants, ils ont 26 ans, ils se sont mariés et tout, mais je me dis, faut que je pense quand même à moi. Je suis une femme. Et on a besoin de ça. Pour continuer à parler, on a besoin de ça, de s'exprimer. Voilà. Surtout qu'ici en France, on a le droit de parler, on s'exprime. Il se passe quelque chose, on y va, qu'on est voilé ou pas. Hein, parce qu'il y en a plein, ils nous cachent avec le voile à dire ils n'ont pas trop droit à la parole. Non. Moi, je suis née ici. Hein. Moi, il n'y a personne qui m'a forcé pour le voile. Je l'ai mis moi-même. Et je m'exprime comme je veux. Je parle dans des débats, je me mets, je vote, je fais plein de choses. Et voilà, je suis là. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, très forte parole de chacune d'entre vous. Je pense que Aurore Coquelin... je vais vous faire réagir. Je pense que vous avez sans doute beaucoup de choses à nous dire. La femme, c'est le monde. On est femme plus que mère. On redevient femme. On jette le masque.
La parole qui se libère. Enfin, moi, je trouve ces témoignages absolument fantastiques et très forts. Et c'est pour ça que nous avons, au journal L'Humanité, choisi d'organiser cette rencontre parce que nous avons beaucoup à apprendre des femmes des quartiers. Qu'est-ce que vous en dites, Aurore Coquelin ? Première chose, sur la question de la parole qui se libère, je pense que c'est vraiment un effet de la nouvelle vague du féminisme sur la France. Parce qu'en France, contrairement à d'autres pays, il n'y a pas encore, on va dire, de mobilisation vraiment très très forte féministe pour le 8 mars ou le 23 novembre, même si c'est en augmentation. Hein. Le dernier 23 novembre, il y avait 500 000 personnes dans la rue. Non, 50 000, je crois que j'ai... Oui, 50 000. Je prends mes désirs pour des réalités. Bref, il y avait 50 000 personnes dans la rue, donc c'était beaucoup plus que les autres années. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore aux 5 millions ou 6 millions de personnes qui descendent dans la rue pour le 8 mars de l'État espagnol. Donc il y a quand même un peu un contrebalancement. Par contre, c'est vrai que la parole, elle s'est libérée. On l'a vu notamment autour de la question d'Adèle Haenel, hein, qui est quand même devenue une des figures de cette libération de la parole. Mais ce n'est pas l'unique parole qui s'est libérée. Il y a plein d'autres paroles qui sont peut-être moins médiatisées. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on fasse cette émission ici, pour mettre au centre aussi d'autres profils. Les femmes, c'est une diversité. C'est aussi des femmes racisées, des femmes des quartiers, des femmes qui portent le voile. Et ça, je pense, c'est une autre question sur laquelle je réagis. C'est à quel point, en fait, le féminisme ne peut se concevoir aujourd'hui sans les luttes et indépendamment des luttes antiracistes. Et ça, c'est très important. Le féminisme français s'est enferré dans un débat autour du voile dont il n'arrive pas à sortir, dont j'espère qu'il va sortir, pour se rendre compte à quel point il a été instrumentalisé dans une politique d'État islamophobe et dont il faut absolument sortir. Donc ça, je pense que c'est vraiment le deuxième point qui est important de cette discussion. Et le troisième point que j'avais relevé, c'est là où vous avez commencé sur la femme, c'est le monde, et derrière chaque homme se situe une femme. Ça me fait penser à un autre slogan, c'est quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est que finalement, pourquoi est-ce que les femmes ont une position particulière dans la société ? C'est qu'elles effectuent, elles sont assignées à toutes ces tâches domestiques qui sont à la fois fondamentales et à la fois qui sont parfois une assignation qui peut être dure à vivre, prendre énormément de temps. En fait, c'est un travail en soi. Qu'on ait un travail salarié en plus ou pas, soit on a un double travail, le travail à la maison et le travail salarié, soit quand on est femme au foyer, en fait on travaille, c'est un travail immense. Et d'ailleurs, s'il fallait que quelqu'un s'en occupe, en fait ça coûterait énormément d'argent à la famille. Donc c'est bien la preuve que c'est un vrai travail. Et je pense que là, les témoignages le montrent, et du coup parfois on a besoin de s'échapper de ce travail. Il y a plusieurs façons de pouvoir s'en échapper, créer des lieux comme ici, en non-mixité, je pense que c'est une façon. L'autre façon, c'est aussi faire un peu une grève symbolique pour le 8 mars, et c'était l'idée justement qui était mise au centre par le collectif argentin Ni Una Menos. Une grève féministe, c'est aussi dire, aujourd'hui, c'est pas moi qui m'occupe des enfants, je m'occupe de moi. Voilà. Par exemple. Oui, alors je reviens vers vous, Nadjia, Samira, Hanan. Et il y avait aussi Sarah Haït, donc qui s'occupe aussi de l'atelier radio. Alors, tout à l'heure, Sarah me disait qu'elle est là depuis septembre seulement, à la Courneuve, en France. D'abord, elle s'occupe de l'accueil des enfants ici, et de l'école pour les parents. En fait, elle milite pour une école pour les parents. Mais avant de parler de ça, moi, ce qui m'intéresse de la part de Sarah, et il faut savoir que, donc, Sarah, vous venez d'Algérie, ça fait pas longtemps. Oui. Et puis en Algérie, il se passe des choses. On le sait, il se passe des choses. Il y a le Hirak, et avec l'engagement des femmes algériennes, qui a toujours été d'ailleurs important, même s'il a été occulté, que ce soit pendant la guerre de libération et contre le code de la famille, et aujourd'hui dans le Hirak. J'aimerais, Sarah, que vous nous en parliez, que vous nous disiez, vous qui étiez en Algérie encore il y a quelques mois,
que vous nous parliez de la lutte des femmes là-bas. Si vous voulez. Et sinon, vous pouvez commencer aussi par nous parler de ce que vous faites ici à la Maison pour tous. Voilà. Mais en tout cas, on est curieux d'entendre votre parole en tant que jeune femme venant d'Algérie, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent là-bas. Oui, bonjour. Donc, pour la première fois où j'ai été au Hirak, c'était mon mari qui m'a encouragée. Il m'a dit viens. C'était le 8 mars. Je lui dis non, je ne vais pas y aller au Hirak, alors que mes droits, autant que femme, je ne les ai pas encore eus. J'aimerais bien me combattre pour moi-même avant d'aller combattre face aux problèmes de l'État. Il m'a vraiment encouragée, il m'a dit tout va commencer d'abord. Présente-toi à l'extérieur, comme ça tu vas t'aider à... Voilà. Donc, j'ai été plusieurs fois au Hirak. C'était une sensation très forte. C'était vraiment... ça donne le courage à la femme de se montrer à l'extérieur, même si on n'avait pas cette liberté. Et voilà. On précise pour ceux peut-être... qui nous écoutent, le Hirak, donc ça veut dire mouvement en arabe, et ça nomme le soulèvement populaire qui a lieu en Algérie depuis, ça faisait un an, le 22 février, qui a réussi à faire tomber le président Bouteflika, pas encore tout le régime, mais qui quand même est un mouvement révolutionnaire, hein, et on espère qu'il aboutira. Donc, Sarah, merci pour ce témoignage. Est-ce que tu peux maintenant nous dire, du coup, expliquer ton implication, le sens de ton engagement ici à la Maison pour tous? Voilà. Donc, comme je suis nouvelle ici, je cherchais toujours de connaître, c'est-à-dire je cherchais toujours comment... Et puis, je suis partie à la mairie, on m'a orientée à la Maison pour tous. Je fréquentais toujours la Maison pour tous. Donc, je me suis engagée pour le LAP, la garderie des enfants, accueillir des enfants et leurs parents. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et que j'aime bien parce que j'ai l'habitude d'accueillir des enfants. Diplômée, assistante maternelle, oui, déjà, c'est ça? Oui, j'ai un diplôme d'assistante maternelle en Algérie. Et cela m'aide beaucoup m'aide beaucoup, voilà. Et en fait, cet engagement, ça vous apporte quoi? Vous apportez beaucoup, mais vous recevez aussi quelque chose? D'être toujours épanouie, c'est-à-dire ça fait plaisir d'accompagner les enfants, de suivre leurs mouvements, voilà. Merci Sarah. Peut-être avant de revenir vers vous, Aurore Coquelin, les femmes algériennes, parce que j'ai vu que dans votre travail, vous restituez aussi les luttes des femmes de Tunisie, d'Algérie, de ces pays. Alors, je les évoque, mais après, je suis pas spécialiste. En fait, c'est pour un peu comme je disais, pour bien souligner en fait que on retrouve la lutte des femmes même hors du champ féministe à proprement parler, et que dans toutes les révolutions, dans toutes les mobilisations, les femmes sont présentes. Hein. Et comme je disais, elles ont toujours été présentes, mais on les remarque plus. Et effectivement, en Algérie, les femmes ont joué un rôle fondamental, et c'est vrai dans d'autres mobilisations à l'heure actuelle. On peut penser au Chili, par exemple, où il y a notamment eu donc les femmes chiliennes qui ont mis en place une chorégraphie, un violeur sur ton chemin, où en fait elles remettent en cause les violences, les viols, mais aussi le rôle que joue l'État dans la tolérance de cet état de fait. Et cette chorégraphie, elle a été reprise à l'échelle internationale parce qu'elle était très forte, elle a été traduite dans plein de langues différentes. Et en fait, c'était très impressionnant de voir que dans chaque pays, la chorégraphie était reprise avec les propres mots des personnes de chaque pays. Donc, là aussi, on voit les liens vraiment forts entre lutte sociale et lutte féministe. Finalement, au sein des luttes sociales, des questionnements féministes émergent. On l'a vu en France
France aussi, là, pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, où là aussi, on a eu le droit à notre propre chorégraphie à cause de Macron et qui a été reprise à chaque manifestation. Alors, je voulais justement, puisqu'on parle on a parlé de quatrième vague du féminisme, tout ça. Alors, l'Humanité Dimanche qui sort le jeudi, c'est ça, on va dire l'Humanité Dimanche, le magazine qui sort le jeudi, notre hebdomadaire, donc a choisi de titrer, je ne sais pas si vous voyez, Féminisme, la vague sociale. La photo est vraiment magnifique. Alors, vous voulez voir, voilà. Donc, c'est un dossier qui est consacré donc au féminisme, extrêmement intéressant, que je vous recommande. Et il y a bien sûr aussi beaucoup d'autres articles. C'est une des productions donc du groupe L'Humanité. Alors, Nadjia Samira Hanan, je ne sais pas dans quel ordre, je suppose que ça va être Nadjia, elle a le micro déjà entre les mains. Mais c'est normal, oui, c'est normal. C'est une femme de radio. Et moi, je voulais vous demander... tout à l'heure, vous nous avez apporté un témoignage vraiment extrêmement très touchant sur beaucoup de choses. Mais plus précisément, je voudrais vous demander quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez en tant que femme et en tant que femme, en tant que citoyenne. Est-ce que c'est des questions sociales, la question de l'emploi, la sécurité, je ne sais pas. Allez, dites-moi à quoi vous êtes confrontés et qu'est-ce que vous aimeriez voir changer et améliorer. Je crois, qu'est-ce que je peux changer, améliorer ? Je crois que c'est le voile, le regard des hommes ou le regard de l'État aussi vers les femmes voilées. Ils croient que ce foulard-là, derrière ce foulard, il y a une personne faible ou quelque chose comme ça. Non, on est des femmes, on est des mamans, on est présente partout. Je crois derrière, si vous voulez, une France forte dans tous les domaines, bien sûr. Il faut laisser ces femmes-là tranquilles. Moi, comme vous avez dit que je suis diplômée et tout ça, je peux être secrétaire, je peux faire beaucoup de travail, n'importe. Mais le problème, il y a toujours ce mur-là. Vous êtes voilés. À chaque fois, j'essaye de faire une formation impossible, parce que même pendant la formation, il faut que je retire mon voile. Je travaille, il faut que je retire mon voile. Je crois, c'est ça, le barrage qui me dérange vraiment, c'est mon voile. Très bien. Hanan ? Pour la voile, c'est pas en France, mais il y a des pays arabes aussi qui illimitent les femmes qui ont voile. En Maroc, il n'y a pas beaucoup et on est libre un peu, mais il y a des pays arabes, quand ils cherchent des travail, non, tu mets le foulard, non, c'est bon. Il faut lever le foulard pour voir un travail. Mais ça, c'est pas bien pour nous. Il y a des femmes qui mettent le voile, mais il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de choses à donner à votre pays ou bien à ce travail. C'est pour ça. Mais on est la même quand il en voile ou pas en voile, non. Et il faut voir à mon expérience, à l'université les stages qui est fait et tout. Et c'est pour ça on va donner beaucoup de choses à mon pays ou bien. Mais il limitait beaucoup les femmes qui en voile. C'est pas en France, mais à tous les pays, même les pays arabes, il y a des gens qui limitent les femmes en voile. Oui, Samira ? Oui, moi je veux venir aussi parce que on est voilés, c'est beaucoup notre sujet à nous. Et comme je disais la dernière fois, il y a 2 jours, je suis passée aussi avec votre collègue pour la radio. J'avais parlé aussi de mon cas parce que j'ai mon fils qui a un restaurant et je vais beaucoup lui donner un coup de main là-bas. Et quand je suis partie là-bas, il y a peut-être, on va dire, 1 mois, je travaille tous les soirs là-bas. Et il y a eu sur le site Google qu'ils ont laissé un message en disant que on a voulu rentrer, mais il y avait une femme voilée, on a fait demi-tour.
Donc après, on l'a signalé, bon, sur Google, ça a été retiré. Mais par contre, il y avait des autres gens et qui ont laissé des messages en disant « Vous n'avez rien compris. Cette femme-là, super gentille, le concept, il est bien, on y vient pour manger, on se sent super bien. » Et voilà, quoi, c'est pour vous dire que juste devant le restaurant, ils ont dit « Ah bon, on a fait demi-tour », ils l'ont écrit, on a fait demi-tour parce qu'il y avait une femme voilée. Voilà. C'est des petites choses comme ça on prend sur nous, hein, parce qu'on se dit non, on va pas s'arrêter là quand même. La vie, elle continue. Mais quand même, ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour ça que je reviens à eux. Le voile, c'est vraiment pour nous c'est un obstacle. Oui, un obstacle. Oui, alors justement, on peut se poser la question de savoir si juste les femmes voilées, c'est pas la double peine, parce qu'il y a y compris des femmes non voilées, femmes des quartiers non voilées, hein, mais du fait de leurs origines, qui aussi subissent une discrimination, notamment en ce qui concerne l'emploi, et pas que. Et Aurore Coquelin, ça vous dit quoi, vous qui justement vous êtes beaucoup penchée dans votre approche du féminisme, de lier l'ensemble des problématiques, c'est-à-dire à la fois la question sociale, la question de classe, on va dire, mais aussi la question raciale. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, hein, dans les luttes. Hein. Alors, je vous fais réagir par rapport à ça et à ce que vous avez entendu des témoignages. Tout à fait. En fait, historiquement, les luttes, elles ont pu se développer en partie de façon autonome pour faire valoir justement tel ou tel aspect du monde social. Donc, il y a eu une autonomisation des luttes féministes, il y a eu une autonomisation des luttes antiracistes, et ça, c'est une bonne chose dans le sens où ça garantit que ces questions-là, elles soient toujours posées dans l'espace social et dans l'espace du mouvement social en particulier. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une très grande urgence à faire se croiser ces questionnements-là et à faire converger ces luttes-là, parce que de fait, et c'est toute la base de l'intersectionnalité telle qu'elle a été définie par l'afro-américaine Crenshaw, les vécus des individus, c'est des vécus qui vont intégrer toutes ces dimensions de la domination. Donc, c'est pas séparé dans le vécu. Il n'y a pas d'un côté des femmes, d'un côté des personnes racisées, d'un côté des personnes de classe populaire. En fait, dans le vécu des gens, il y a toutes ces dimensions-là. On est à la fois femmes, racisées, des classes populaires. Et du coup, les formes que prennent l'oppression, c'est des formes qui vont conjuguer tous ces aspects-là et créer une forme d'oppression aussi un peu spécifique et qu'il faut prendre en compte. Et l'idée de l'intersectionnalité, c'est remettre au centre ce regard des femmes racisées qui trop souvent, soit par les luttes féministes, soit par les luttes antiracistes, a été invisibilisée. Et donc effectivement, aujourd'hui, il y a cette centralité de remettre ce regard au centre, comme on fait aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important, je pense, pour le mouvement féministe, que, comme je le disais, il a été en grande partie instrumentalisé dans une politique d'État qui finalement a eu des fins racistes et islamophobes, puisque sous prétexte de libérer les femmes de leur oppression, en fait, on les a d'autant plus ciblées, opprimées, et aujourd'hui, on en voit bien le témoignage. Donc une politique féministe doit repartir du vécu des principales concernées. On doit entendre ce qu'elles ont à dire, et c'est vraiment très important. Et surtout, une politique féministe doit toujours se dire que c'est pas à l'État de légiférer sur comment les femmes choisissent de s'habiller ou pas. Et à chaque fois, c'est ça qui pose problème, y compris dans les pays où c'est l'État qui, cette fois-ci, impose le voile. En fait, ce qui est important, c'est toujours de remettre au centre le choix des principales concernées. Oui. Samira, très rapidement. Oui, j'avais oublié un petit sujet par rapport autour de la violence. Il y a une semaine, on a eu ici un psychologue qui était venu pour parler aux femmes. Et ce que je trouve pas normal, c'est qu'il y a des femmes encore qui sont cachées à pleurer en violence par rapport à ce qui se passe chez eux, avec leur mari, tout ça, qu'ils n'ont pas le droit. Non. Ils devraient sortir et police, tout ce qui se passe, mais s'interposer, de dire non, parce que ces femmes-là, elles étaient en souffrance.
Et ce que j'ai vu, je pense qu'il y en a encore qui sont derrière et qui pleurent en violence ce qui se passe chez eux, avec leur mari, les enfants, la peur, la souffrance. Ils osent pas. En fait, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas s'exprimer. Ils viennent soit du pays parce qu'ils se disent on a une image à donner, on n'a pas le droit d'aller voir la police, on n'a pas le droit, on va nous voir du mauvais œil, et que normalement non. Maintenant, ils doivent s'exprimer, aller de l'avant. Et heureusement que, comme on dit, on est en France et qu'il y a beaucoup d'aide, il y a des portes ouvertes. Et il faudrait que ces femmes-là sortent de chez eux et dire stop à la violence. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui en souffrent. La dernière fois, c'était vraiment émouvant. Voilà. Merci Samira pour ce témoignage. Moi, je voudrais enchaîner sur ce que vous avez dit, Aurore Coquelin, pour évoquer Françoise Vergès, qui devait être parmi nous et qui malheureusement a eu un contretemps. Mais Françoise Vergès, qui est vraiment une féministe qu'on appelle décoloniale, elle est auteure de ce formidable ouvrage « Un féminisme décolonial », qui a été édité à La Fabrique en février 2019. Et comme vous, justement, elle dit que le féminisme vise à atteindre l'intersectionnalité et la convergence des luttes à la fois contre le sexisme, le racisme, le capitalisme et l'impérialisme. Et donc c'est un peu cette convergence des luttes, mais aussi cette interaction entre l'ensemble des inégalités et des discriminations qu'il est important de prendre en compte, parce qu'on parle d'inégalité sociale, d'inégalité territoriale aussi, puisque le département 93 Seine-Saint-Denis, on sait ce qu'il en est, hein, par rapport à d'autres. Mais il y a aussi les inégalités qu'on peut appeler raciales et postcoloniales, c'est-à-dire qui sont issues du fait qu'on vient des anciennes colonies, même si ça fait déjà plusieurs générations. Et ces facteurs-là ont tardé à être pris en compte dans les études, les approches du féminisme occidental. Je vais vous demander, Aurore Coquelin, est-ce que vous sentez qu'il y a aujourd'hui une évolution et que de plus en plus ces facteurs-là sont pris en compte ? Alors, oui, il y a une évolution, ça c'est certain. Je pense du fait du contexte social et historique dans lequel on se situe, du fait des luttes antiracistes en fait qui sont de plus en plus fortes, du fait aussi qu'un certain nombre d'ouvrages américains qui prennent plus à bras-le-corps ces questions-là commencent à être traduits, notamment tout ce qu'on a appelé le black feminism autour de figures comme Bell Hooks qui ont jamais été traduites jusqu'à très récemment, commencent à être traduites et du coup on se réapproprie ces questions-là. Donc ça, c'est plutôt un message positif. Mais je tenais à souligner quand même que, en tant que doctorante en sociologie, je peux témoigner du point de vue de la sociologie, par exemple, là-dessus. Ça reste un combat qui est loin d'être gagné. Notamment la prise en compte en sociologie française de la dimension de domination ethno-raciale. C'est extrêmement difficile de le mettre en avant dans la sociologie française, qui continue à avoir une lecture essentiellement centrée soit sur la classe sociale, soit sur la question de l'immigration, mais qui a beaucoup de mal à en fait intégrer la notion de race, entre guillemets, bien sûr, c'est une construction sociale, de race sociale, dans son analyse. Donc, à la fois, il y a des évolutions, à la fois, le chemin est encore long à parcourir, je pense, et pour qu'il y ait de vraies évolutions, je pense qu'il faut qu'on ait un mouvement féministe, antiraciste fort. Oui, alors je vais revenir vers vous, nos chers camarades engagés de la Maison pour tous. Je vais vous demander justement, par exemple, le 8 mars, il y a des manifestations. Est-ce que vous y allez, vous y joignez, ou bien est-ce que vous marquez cette journée d'une façon particulière ? Le 8 mars, je crois que la Maison pour tous va nous bricoler un petit peu. Elle va s'occuper de nous. On a des activités où il y a du salon de coiffure, de la manicure, un petit peu de tout. Donc déjà qu'on va marquer ce point avec la Maison pour tous qui s'occupe de nous. Et puis on va voir ce qui va se passer. On suit, on est là, hein. On est présente, hein. On y va.
Oui, Nadia. Qu'est-ce que je voulais dire pour le 8 mars? Moi, j'ai participé l'année dernière et celle d'avant au gymnase Béatrices. C'est toute une journée. On fait toute la journée, 2 euros symbolique seulement. On fait tout ce qu'on veut, la piscine, le pilate, et il y a pas mal de sports. La femme, elle peut laisser les enfants, le mari, c'est le mari qui s'occupe. Pas vraiment, mais quand même, il fait des efforts. Et toute la journée, on est au gymnase Béatrices. Même il y a à manger. Alors la coupure de déjeuner, on rentre pas chez nous. Toute la journée, on est là-bas. Cette année, je ne sais pas si je vais la faire, mais ils vont la faire aussi à Béatrices. Alors, il y en a beaucoup qui disent, on a souvent entendu dire, le 8 mars, ça devrait être tous les jours. Il y en a même qui commencent à remettre en cause le fait qu'on célèbre les droits des femmes un jour seulement dans l'année. Qu'est-ce que vous en pensez, Hanan? Moi, à la Maison pour tous, pour faire des coiffeurs, et des maquillages et des sports aussi, à la Maison pour tous. Vous le faites aussi d'autres jours, pas que le 8 mars. Oui, tous les jours, mais spécialiste à... Spécialement le 8 mars, là. Le 8 mars, on va faire les coiffeurs et tout. On touche pas à la vaisselle. Le 8 mars, c'est... Non, rien. C'est être coquette et prendre vraiment ce jour-là pour nous. On le prend par la suite les autres jours. Mais ce jour-là, vraiment, on va le prendre pour nous et on se dit, on fait une petite pause. Oui, moi, pour moi, c'est une journée très importante, donc je ne vais pas hésiter à marquer cette journée. Voilà. Je vais participer à la Maison pour tous. Voilà. Merci. Et le très important que 8 mars, il faut changer le regard de la femme. La femme, c'est tout. Même il faut changer le regard de la femme qui est envoilée. J'espère bien qu'il va changer à 8 mars tous les regards de la femme, qui est positif ou négatif. Oui, c'est-à-dire le regard des autres sur les sur femmes. Les femmes. Oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être travailler à changer l'image que les femmes elles-mêmes ont, que les femmes ont d'elles-mêmes parfois, qui bloquent peut-être. Je ne sais pas, Nadia, elle me comprend, je crois, Nadia. Oui. C'est-à-dire un peu, il faut avancer aussi et oser franchir certaines barrières, des barrières mentales. Déjà le fait de faire une journée pour la femme, pourquoi ils n'ont pas fait une journée pour l'homme? Déjà, c'est discrimination là, parce que la journée de la femme, comme on dit nous, c'est le pilier de la société. S'il n'y a pas la femme, je ne crois pas que la société va exister. Changer la femme, le regard de la femme envers elle-même, je crois, la femme et l'homme, c'est normalement, ils sont chacun dans la main à l'autre. On n'est pas là en guerre entre les hommes, contre les hommes ou quelque chose comme ça, non. Mais les hommes, ils doivent changer leur mentalité aussi. La femme, il y a des femmes qui sont toujours, comme elle a dit Hanan, je crois. Elle est soumise à l'homme. Soi-disant, l'homme, il est fort et tout, mais je crois que c'est la faiblesse, l'homme qui bat sa femme ou qui la traite mal. Je crois que c'est une faiblesse, c'est pas de la force, ça. Très bien dit, bravo. Aurore Coquelin, ça vous fait réagir? Déjà, sur l'aspect du 8 mars, que c'est une seule journée et qu'il faut changer plus en profondeur les mentalités, moi je suis tout à fait d'accord. Après, l'avantage du 8 mars, c'est qu'au moins il a le mérite d'exister. Il y a cette journée symbolique qui fait qu'on va faire un effort, qu'on va soit refuser les tâches domestiques, soit descendre dans la rue, enfin en tout cas se poser la question, ce qui est déjà pas mal.
Puis après, l'idée, c'est que c'est un point d'appui pour construire au-delà. Dans d'autres pays, par exemple, ils appellent à faire la mobilisation le 8 mars, puis le 9 mars. Enfin bref, donc bon, il y a cet aspect point d'appui. Sur la question un peu aussi des hommes, et que finalement, le féminisme, ça remet en question aussi les hommes, et ça pose la question de la place des hommes, c'est tout à fait juste. Après, je pense qu'il faut toujours bien souligner que les femmes sont spécifiquement opprimées en tant que femmes. C'est pas le cas des hommes, ils tirent un avantage de leur position genrée, même si c'est aussi contraignant, au sens où il y a aussi des normes de genre pour eux à respecter. Mais les hommes peuvent soutenir en fait la lutte des femmes, notamment en prenant en main les tâches domestiques le jour du 8 mars et puis le reste de l'année aussi, essayer de mieux répartir. Et puis les hommes, c'est aussi des hommes qui sont racisés, qui sont des hommes des classes populaires, donc qui eux aussi sont opprimés sur d'autres axes et qui à ce titre-là sont bien sûr les alliés naturels des femmes, au sens où eux aussi ils ont intérêt à mettre fin aux oppressions dans cette société-là parce qu'ils en souffrent. En fait, c'est une toute petite minorité de personnes qui sont pas dominées ni du point de vue de la classe, ni du point de vue du genre, ni du point de vue de la race. Donc voilà. Oui, c'est tout à fait ce que disait Nadia. En effet, c'est pas l'homme contre la femme, hein, mais c'est oui, c'était très bien dit. C'est pas une guerre, non, pas du tout. La question, effectivement, elle est pas là. Elle est effectivement entre dominants et dominés, et il y a des dominants, des dominés. Enfin, les hommes sont aussi des dominés. Écoutez, moi, est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui voudraient prendre la parole, dire un mot, parce que voilà, vous êtes c'est la liberté ici, hein. Vous êtes libre. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre parole se libère ici à la Maison pour tous. Oui, alors Corinne Cadet-Delhomme, adjointe au maire, merci d'avoir été présente pendant tout ce moment. Merci de votre présence. Alors, moi, je voulais d'abord dire que les femmes de la Courneuve, elles sont très fortes. Moi, l'expérience que j'ai, c'est que c'est des femmes qui se battent au quotidien. Parfois, et je suis d'accord à se dire, Nadia, c'est pas les femmes contre les hommes. La société évoluera sur l'égalité quand les hommes aussi s'engageront plus pour que les femmes, et dans le couple déjà au quotidien, mais aussi dans la société en général. Et moi, je rappelle toujours qu'on se bat pour l'égalité des femmes et des hommes, tous ensemble. Bien sûr que les femmes sont concernées au premier degré, avec de multiples dominations, je suis d'accord, y compris les histoires d'origine, de race. J'aime pas trop dire race, parce que pour moi, je sais bien qu'il y a un débat là-dessus, mais pour moi, il y a la race humaine, et donc on fait tous partir de la même, mais je suis bien consciente qu'il y a des problématiques de domination et de discrimination par rapport à cette question. Donc voilà, donc les femmes de la Courneuve sont très engagées dans cette ville, de multiples façons. Il y a beaucoup, on parle souvent des parents d'élèves, mais pas seulement. Les clubs sportifs tiennent souvent dans les bureaux. Quand on regarde, les présidents sont parfois des hommes, mais toutes celles qui s'occupent de la compta, de l'organisation, sont souvent des femmes. Beaucoup de choses tiennent parce qu'elles sont engagées. Dans cette ville, il y a eu parfois, on a été discriminé l'image de la ville, mais quelque part, ça se passe globalement bien, alors qu'il y a des personnes qui viennent de partout dans le monde, qui ont des difficultés sociales, parce que les femmes jouent un rôle important. L'on dit dans les quartiers, sur les questions de violence, de discussion, il y a un lien. Évidemment, cet équipement permet aussi ça, facilite cette rencontre, ce lien, et il a été fait pour ça. Donc moi, chaque fois je le dis, mais je les trouve très fortes et très engagées, avec parfois des difficultés, parce que socialement, on est quand même dans une ville où la population a un revenu qui est très très bas, où 43% vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est pas facile au quotidien. Moi je dis qu'elles font des miracles tous les jours. Elles ont des systèmes D impressionnants, une entraide, une solidarité très forte. Après, elles viennent aussi on vient de partout. En France, moi j'ai un accent, mais dans le monde. Et on sait être solidaire, penser à ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde, parce que forcément, on vient d'un peu partout. Et je pense que c'est important ce que vous avez raconté sur les luttes partout dans le monde. Ça aide aussi des femmes dans d'autres pays. Donc je pense que c'est très important, mais je pense qu'il faut qu'elles continuent comme ça, qu'on continue ensemble à se battre. On a créé une délégation égalité femmes-hommes il y a plusieurs années avec
notre député Muguet Jacquin qui s'est beaucoup engagé à l'Assemblée nationale sur ces questions, parce qu'on pense qu'il faut continuer tout le temps à en parler, à discuter. Et c'est vrai que ces derniers temps, la parole s'est ouverte, donc on a de multiples initiatives de la ville ou d'associations pendant tout le week-end, notamment un débat avec Marie-Georges Buffet sur les femmes et le sport, puisque ça fait partie de l'actualité, mais aussi un bal des femmes samedi après-midi. Voilà, où on se dit, on a envie de faire la fête aussi ce jour-là, de se retrouver et de partager des moments aussi de joie et de solidarité, pas que les moments difficiles non plus. Voilà. Eh bien, merci. On va garder votre parole en guise de conclusion. Et moi, je vous recommande donc le livre de Aurore Coquelin, La Révolution féministe, et qui est en fait un livre, comme elle le dit, qui ne donne pas une recette toute prête, mais une boussole avec laquelle nous diriger. Et cette boussole, vous, Nadia, Samira, Hanan, Sarah et toutes les autres, vous, effectivement, nous la donnez. Elle nous est précieuse. Merci beaucoup. Je vais juste quand même vous signaler que vous pouvez vous abonner à nos journaux, l'Humanité quotidienne, l'Humanité hebdo, qui s'appelle l'Humanité dimanche. Également à la formule week-end, qui donc de l'Humanité quotidienne et de l'Humanité hebdo et la version web. Vous pouvez aussi vous abonner à la version numérique de l'Humanité pour 1 € seulement, donc n'hésitez pas. C'est vraiment le journal qui accompagne vos luttes. Merci à toutes, merci à tous et à bientôt sur les ondes de Radio Tous et sur le site de l'Humanité numérique. Maison pour tous, Evora. Bonjour, c'est Salma. Vous écoutez Radio pour tous en direct de la Maison pour tous, Evora, une radio réalisée par les habitants de la Courneuve. Bonjour, 你好，我叫张小芬。今天有 Radio 大家过来学习。我住在La Courneuve，